Merci beaucoup à toutes et à tous, ainsi qu'aux organisateurs pour cet événement. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais donc intervenir ce matin sur l'encadrement de la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle. Alors, on entend évidemment beaucoup parler d'intelligence artificielle, d'autant plus ces jours-ci pendant ce colloque du CRIMT. Voici dans ce slide plusieurs exemples d'utilisation d'intelligence artificielle par une dizaine des plus grandes entreprises en France. On peut voir que le recours à l'intelligence artificielle est banalisé et qu'on le trouve dans tous les secteurs, que ce soit dans le secteur du COMEX, avec par exemple l'entreprise Sodexo qui a eu recours à l'intelligence artificielle pour automatiser ses caisses, dans le secteur de la chimie ou de la cosmétique, avec l'entreprise L'Oréal qui a recours à l'intelligence artificielle pour réaliser des diagnostics de peau, ainsi de suite, dans l'automobile avec Stellantis, dans la construction avec le groupe Bouygues pour la signalisation intelligente, ainsi que dans la défense pour la cartographie militaire, etc. L'intelligence artificielle est donc bien aujourd'hui quelque chose qui est banalisé, qui est utilisé dans beaucoup d'entreprises. Pourtant, on sait bien, et je pense que si vous êtes là, vous le savez aussi bien et mieux que moi, que ces services d'intelligence artificielle ne tombent pas du ciel, mais sont le résultat d'une suite d'élaboration et d'une suite d'intrants. Première chose, il faut des métaux rares pour faire fonctionner ces services d'intelligence artificielle, et dans un premier temps, notamment pour avoir des puces, pour faire fonctionner les supercalculateurs, les résultats de l'entreprise Nvidia, qui on sait ont produit les puces dont on a besoin pour faire fonctionner l'IA, témoignent de l'engouement et du besoin de ces métaux rares pour faire fonctionner ces services. Deuxième chose, nous savons aussi qu'il y a besoin de beaucoup d'énergie pour faire fonctionner ces services d'intelligence artificielle, que ce soit au stade de l'acquisition des données, au stade de leur production, au moment de l'apprentissage des machines, de l'application de l'intelligence artificielle, ou bien également au moment du stockage de données. Tout ceci nécessite beaucoup d'énergie. Enfin, troisième élément indispensable pour que ces services d'intelligence artificielle puissent exister, les travailleurs de la donnée, qui sont comptabilisés comme des millions dans le monde selon la Banque mondiale. Alors le chiffre est discutable, mais enfin, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui interviennent dans le monde pour entraîner en amont les algorithmes qui permettront de faire fonctionner ces services, pour corriger en aval et parfois pour imiter en direct l'intelligence artificielle. Un exemple parmi tant d'autres, la surveillance en direct et la détection de vol par des services d'intelligence artificielle dont on a appris qu'en réalité, ils avaient pu être réalisés par des travailleurs à Madagascar. Il y a donc trois éléments nécessaires à l'élaboration de ces services d'intelligence artificielle qui ont été, parmi tant d'autres exemples dans la littérature, qui ont été bien illustrés par Kate Crawford, que je cite ici puisqu'elle est connue pour avoir rédigé ces livres que vous avez en partenariat notamment avec l'Obvia. Alors la question que je me pose ici, que je veux poser avec vous, c'est peut-on parler d'une chaîne globale de valeur? Plusieurs façons d'y répondre. Première façon d'y répondre, c'est de reprendre cette notion de chaîne globale de valeur telle qu'elle a pu être pensée par des socio-économistes, notamment par l'américain Gary Gerifi dans un ouvrage de 1994, et qui a été en substance repris par l'Organisation internationale du travail dans un rapport de 2016 sur le travail décent dans les chaînes d'approvisionnement. L'organisation transfrontalière des activités nécessaires pour produire des biens ou fournir des services, depuis l'utilisation d'intrants jusqu'à la commercialisation, en passant par différentes phases de conception, de fabrication et de livraison. Peut-on voir dans l'élaboration des services IA une chaîne globale de valeur qui correspondra à cette définition? C'est la question que se sont posées un certain nombre de socio-économistes dans un numéro spécial de la revue Global Networks, paru en 2022, parmi lesquels Gary Gerifi faisait partie. Et ces chercheurs concluent à la possibilité d'y voir une chaîne globale de valeur étendue, je cite, pour optimiser les capacités de production tout en externalisant la propriété et les coûts, accumuler des formes de valeur monétaires et non monétaires et concentrer le pouvoir à l'échelle mondiale dans les secteurs existants et nouveaux. Donc, si on suit la littérature des socio-économistes, on peut voir dans l'élaboration des services IA une chaîne de valeur avec éventuellement ses singularités. Du point de vue des juristes, alors je passe. Du point de vue normatif, qu'est-ce que le discours juridique peut dire? Quels éléments de réponse peut-il apporter à cette approche en termes de chaîne globale de valeur? Alors, deux façons de voir. Euh, Première façon de voir serait d'identifier les instruments juridiques qui sont au fondement de l'organisation de ces échanges. Et la deuxième façon de voir serait d'identifier les réactions normatives
émergentes visant à prendre en compte ces échanges. Je m'intéresse à la deuxième façon de voir parce que pour la première façon, il faudrait être en possession d'éléments, des contrats signés par les entreprises qui interviennent dans cette chaîne de valeur, ce que je n'ai pas, donc je n'ai pas pu l'étudier. En revanche, quelles sont les réactions normatives qui émergent visant à prendre en compte les échanges commerciaux dans cette chaîne de valeur? Et ces réactions normatives, s'il y en a, correspondent-elles aux réactions normatives que l'on a pu connaître dans les années 90 et 2000 pour les chaînes globales de valeur d'autres secteurs comme le textile, l'agroalimentaire, etc. Et il y a trois types de réactions normatives émergentes. Ces trois types de réactions, je les ai classées dans le vocabulaire anglais qui me paraît plus précis que le vocabulaire français, qui définissent la responsabilité de trois façons: responsibility, accountability et liability. Je ne vais pas vous donner la définition de ces trois notions, vous connaissez bien ici. On retrouve dans les réactions normatives ces trois approches-là. Première approche, une approche morale, comme on va le voir avec des codes éthiques. Deuxième approche, accountability, avec des comptes que l'on demande aux entreprises. Et une troisième approche émergente, une responsabilité au sens judiciaire du terme. Première approche, responsibility. De nombreuses entreprises qui élaborent, fournissent, mettent sur le marché des services d'intelligence artificielle rédigent leur propre code de conduite, leur propre label. Ici, un exemple de l'entreprise française, enfin, pardon, américaine, mais qui a une implantation en France, l'entreprise IBM, selon laquelle, je cite, l'éthique est un ensemble de principes moraux qui nous aident à discerner le bien du mal. L'éthique de l'IA est un domaine pluridisciplinaire qui étudie comment optimiser l'impact bénéfique de l'IA tout en réduisant ses risques et ses effets indésirables. On pourrait multiplier les exemples, hein, c'est un exemple parmi tant d'autres, d'entreprises qui proclament un code éthique, une façon de faire sur l'éthique de l'IA. Les 5 piliers de l'IA responsable selon IBM: explicabilité, équité, fiabilité, transparence, confidentialité. On retrouve dans cette façon de faire des codes éthiques que l'on avait pu trouver dans les années précédentes d'entreprises qui s'engageaient à respecter volontairement un certain nombre de principes. Dans une étude parue en 2019, des auteurs ont analysé 84 documents éthiques relatifs à l'IA. Et ils observent que la plupart de ces documents éthiques ont été adoptés par des entreprises et beaucoup moins par des ONG ou des syndicats ou par des institutions internationales. 5 principes communs à ces 84 documents éthiques: transparence, équité et justice, pas de malveillance, responsabilité et respect de la vie privée. Bon, c'est une étude qui commence à dater maintenant, mais il n'y a pas de raison, a priori, de penser que ça aurait changé substantiellement. Alors, la première conclusion, c'est que on retrouve bien dans les réactions normatives une dimension morale qui correspondrait à ce que l'on a pu connaître les années passées au titre de la responsabilité sociale des entreprises. En revanche, il semble que ces documents soient davantage orientés vers les utilisateurs que, voire éventuellement vers l'environnement, que vers les travailleurs. Il n'y a pas de référence, par exemple, aux conventions internationales et en particulier aux conventions internationales du travail, comme cela pouvait être le cas auparavant dans les codes éthiques des grandes entreprises, du textile, par exemple. Deuxième réaction normative, l'accountability. Alors, je l'intitule le printemps de la régulation parce qu'on constate qu'au printemps 2024, un grand nombre d'instruments normatifs ont été adoptés et qui visent à prendre en compte la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle. Je distingue deux types d'instruments à ce titre-là. D'abord, des instruments qui sont propres à l'intelligence artificielle, mais applicables à la chaîne de valeur. Première observation, au printemps 2024, plusieurs normes ISO de normalisation ont été adoptées. Ces normes visent à s'assurer notamment, entre autres choses, de la qualité du processus de collecte des données, d'étiquetage des données et des processus de gouvernance des données. Une autre norme est un référentiel pour une IA frugale. Alors, ces instruments de normalisation, évidemment, nous rappellent les exercices de normalisation que l'on a pu connaître dans les années 90 et 2000 pour la RSE, avec notamment les normes SA 8000 et ISO 26000. Ensuite, il existe un règlement sur l'intelligence artificielle adopté au printemps dernier en Europe et une directive travailleurs de plateforme qui vise, le premier, comme son nom l'indique, à réglementer l'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle et le deuxième porte sur les droits des travailleurs de plateforme. Et dans tous ces cas-là, il s'agit de demander aux entreprises qui sont débitrices des obligations visées par ces textes-là de pouvoir être en mesure de s'expliquer sur la façon dont ils se mettent en conformité.
Alors en quoi ça peut être des ressources pertinentes pour penser l'encadrement de la chaîne de valeur de l'IA? D'abord, dans les instruments de normalisation, il va y avoir un regard sur les conditions dans lesquelles les données sont récoltées et classées, permettant de savoir dans quelles conditions éventuellement des travailleurs de la donnée sont intervenus pour faire en sorte que ces services de l'IA puissent voir le jour. La norme française, qui est un référentiel pour l'IA Frugal et qui était notamment élaborée avec un certain nombre de collègues chercheurs, porte un regard sur la prise en compte de l'incidence environnementale dans l'élaboration et le déploiement de l'IA. Enfin, les directives européennes, s'agissant d'abord du règlement sur l'IA, a une portée extraterritoriale qui est extrêmement intéressante, un champ d'application personnel extrêmement intéressant parce qu'il concerne à la fois les fournisseurs, mais également les entreprises qui vont mettre sur le marché européen ces services d'intelligence artificielle. Et la directive des travailleurs de plateforme pose une présomption de salariat pour les travailleurs de plateforme sous certaines conditions qui pourraient éventuellement bénéficier aux travailleurs de la donnée sous condition qu'ils rentrent dans le champ d'application de cette directive-là. En tout cas, voici des ressources normatives permettant éventuellement de penser un encadrement de la chaîne de valeur de l'IA. Deuxième type d'accountability, ce sont des instruments qui sont propres à la chaîne de valeur mais applicables au secteur de l'intelligence artificielle. D'abord, le devoir de vigilance. Il y a une loi française, il y a une loi allemande, une loi néerlandaise, et puis il y a une directive européenne sur le devoir de vigilance. Le devoir de vigilance peut permettre de demander des comptes à des sociétés qui sont soumises à ce devoir-là, de se préoccuper des conditions sociales et environnementales dans lesquelles les services d'IA qu'ils achètent et qu'ils mettent sur le marché ont eu lieu. Se préoccuper des conditions sociales et environnementales et de prendre des mesures pour faire en sorte que les risques sociaux et environnementaux que l'on aurait identifiés ne se réalisent pas. Enfin, transparence, une autre directive européenne, encore une fois adoptée, enfin pas au printemps 2024, mais qui entre en vigueur au 1er janvier 2025, qui là pose des obligations de transparence, notamment en matière d'information sociale, environnementale et de gouvernance. Si l'on estime que le processus d'élaboration de l'intelligence artificielle peut être vu comme une chaîne globale de valeur, alors ces instruments peuvent trouver à s'appliquer. Donc, deuxième conclusion, on retrouve une dimension comptable de la RSE comme on avait pu l'avoir auparavant dans d'autres secteurs. Ces instruments relatifs à l'IA ne visent pas tous ces conséquences sociales et environnementales. Et un peu la même conclusion pour la première conclusion, on n'a pas de référence à des conventions internationales et on ne vise pas précisément les conditions de travail, par exemple. Ces instruments peuvent donc être vus comme des ressources. Enfin, troisièmement, liability. Alors, il y a d'abord des propositions de texte, des propositions de loi pour s'assurer d'avoir des conditions pour pouvoir engager la responsabilité d'acteurs qui déploient de l'intelligence artificielle. Je cite ici deux propositions de textes européens. Alors, ce sont des propositions qui n'ont pas encore été adoptées, mais qui ne concernent pas vraiment la chaîne de valeur en amont. Ça concerne surtout les conséquences que l'utilisation de ces services pourrait avoir sur les utilisateurs ou les consommateurs. Enfin, il y a des premiers contentieux en justice. Une affaire concerne les modérateurs de contenu au Kenya qui ont travaillé pour le compte de la société Meta pour Facebook. Arrêt très intéressant qui a été rendu par la Cour d'appel de Nairobi il y a à peine un mois. La Cour d'appel valide le jugement de première instance et n'écarte pas la compétence des tribunaux kenyans pour une action intentée par des travailleurs kenyans contre la société américaine. Alors sur le plan juridique, c'est quelque chose qui est tout à fait original parce que ces travailleurs demandent des réparations pour un licenciement injustifié et le juge kenyan refuse de s'en tenir au seul niveau de l'employeur. Il ne s'interdit pas d'aller regarder la responsabilité du donneur d'ordre, qui en l'occurrence est Meta. Et on peut voir ici peut-être une influence des contentieux judiciaires passés portant sur le duty of care. Enfin, un arrêt récent rendu par un tribunal de Colombie-Britannique sur Air Canada. Ça concerne ici un consommateur. Mais de façon très intéressante, un consommateur se plaignait du préjudice qu'il avait subi du fait de chatbots d'Air Canada qui lui avaient donné une mauvaise information. Air Canada se défendait en disant que la responsabilité était celle du chatbot. La responsabilité n'était pas celle d'Air Canada. Le tribunal écarte totalement cet argument en disant non, vous êtes responsable du service d'intelligence artificielle que vous avez déployé dans votre entreprise. Ça concerne les consommateurs, pas les travailleurs ni l'environnement, mais voici un fondement juridique qui pourrait éventuellement être dupliqué par ailleurs.
On retrouve la dimension judiciaire de la RSE, peu de cas, peu de fondements, mais comme je disais, peut-être sentir là une influence de ce qui a pu être réalisé ces dernières années. Conclusion générale, beaucoup de normes. On retrouve, je pense, ce triptyque responsibility, accountability, liability, avec quand même une lourde tendance à l'accountability. Pas de prise en compte directe de la chaîne de valeur de l'IA. Quel est l'intérêt, je finis par là, quel est l'intérêt, quels peuvent être les intérêts de penser, d'avoir une approche de l'intelligence artificielle comme chaîne de valeur? Un intérêt d'abord stratégique, de ne pas s'en tenir au quoi, mais au qui. Qui sont les entreprises qui fournissent ces services-là? Où sont ces entreprises? Quels sont les acteurs? Les biais, les surveillances que les services d'IA vont pouvoir permettre de réaliser sur les travailleurs dans des pays du Nord, par exemple, peuvent aussi être expliqués par les acteurs qui ont été impliqués auparavant et pas seulement par l'aspect technique. Donc voilà un intérêt théorique de souligner les limites peut-être d'une approche technique par l'algorithme et l'apport de l'approche politique par l'organisation capitalistique qui peut permettre de lever le voile sur un extractivisme et éventuellement sur des routes du colonialisme qui sont de nouveau empruntées. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.